Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres de ce 18h. L'ISACOM, l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, condamne dans les termes les plus vifs l'agression barbare du jeune journaliste sahraoui Abdelmoun'im Ennassiri commise dans la ville occupée de Smara. Naufrage sur les côtes tunisiennes. Un navire marchand transportant 750 tonnes de gazole a coulé ce samedi dans le golfe de Gabès, au large des côtes sud-est de la Tunisie. Moscou revient à la charge. Elle a annoncé avoir visé ce samedi matin une usine militaire à Kiev après plusieurs jours d'accalmie. Et puis fin de semaine particulièrement violente en Suède. Des personnes manifestant contre l'extrême droite ont pris part à des affrontements avec la police. 9 blessés ont été recensés du côté des forces de l'ordre. Et nous entamons donc cette édition par le dossier sahraoui. L'ISACOM, l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, a condamné dans les termes les plus vifs l'agression barbare du jeune journaliste sahraoui Abdelmoun'im Ennassiri commise par des éléments de la police marocaine dans la ville occupée de Smara. L'ISACOM appelle d'ailleurs la communauté internationale à mettre fin aux pratiques répressives de l'état d'occupation marocaine. Souhila Kilal. Il faut intervenir pour la protection des civils sahraouis dans les territoires occupés et mettre fin aux pratiques répressives du régime marocain. C'est l'appel lancé par l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine à l'intention de la communauté internationale suite à l'agression d'un jeune sahraoui par des éléments de la police marocaine dans la ville occupée de Smara. L'instance sahraoui contre l'occupation marocaine a condamné fermement cette agression lâche et répressive, exprimant au passage son entière solidarité avec la famille du jeune homme. Journaliste de profession, Abdelmoun'im Ennassiri a été agressé par les éléments de la police marocaine le 13 avril 2022 alors qu'il couvrait des manifestations pacifiques organisées par des jeunes sahraouis. Des jeunes sahraouis ont organisé des protestations pacifiques pour dénoncer la marginalisation. Les forces d'occupation ont violemment réagi s'attaquant à mon fils qui faisait son travail de journaliste. Il a été pris à partie par 12 individus qui l'ont tabassé. Il a été ensuite conduit dans les locaux de la police marocaine où il a encore été frappé par le même groupe d'individus. J'ai retrouvé mon fils inconscient. Le directeur régional a voulu nous faire croire que c'était une bagarre avec un inconnu alors qu'il était derrière l'interpellation de mon fils. Les services hospitaliers ont constaté que la victime souffrait de plusieurs hématomes et blessures au visage, au ventre et au dos et d'une hémorragie interne. La famille du jeune homme observe un sit-in ouvert depuis le 13 avril, réclamant l'ouverture d'une enquête sur cette agression criminelle et la poursuite des responsables en justice. Les autorités de l'occupation marocaine, elles, nient avoir commis cette agression, l'imputant à des individus non identifiés. Et Sahara occidental, toujours l'ancien envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, le diplomate américain Christopher Ross, a répondu mercredi dernier lors d'une conférence à distance avec des experts, journalistes et chercheurs américains sur la lutte des peuples sahraouis à un certain nombre de questions liées au dossier sahraoui. Soulignant la nature de la question du Sahara, l'ancien diplomate américain a déclaré que personne ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de son intervention. Contradiction with international law is clearest. La contradiction avec le droit international est claire. Il existe un droit internationalement reconnu à l'autodétermination. L'Assemblée générale débat toujours sur le Sahara occidental. Sur cette rubrique, je pense que l'on pourrait dire ou on pourrait se faire à l'idée que quelque chose a été volé au peuple. Personne n'a donné au Maroc le droit d'affirmer sa souveraineté. Personne n'a donné à l'Espagne le droit de déclarer que la proposition de l'armée est la meilleure formule. L'avenir du Sahara occidental devrait être entre les mains du Sahara occidental, pas entre les mains du Maroc, de l'Espagne ou encore des États-Unis ou quoi que ce soit d'autre. Mais je pense que de bien meilleurs efforts doivent être déployés pour y parvenir. But I think a much better effort needs to be
organized to bring that. Et la militante sahraoui des droits de l'homme, Aminatou Haïdar, a accusé la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU et certaines puissances occidentales soutenant l'occupation marocaine dans sa politique expansionniste au Sahara occidental. Dans une déclaration à la chaîne Sahara occidental 24, la militante sahraoui des droits de l'homme a révélé que l'état d'occupation marocain se protège avec des rapports de courtoisie et d'hypocrisie politique pour certains pays occidentaux à travers lesquels il reçoit des signaux de soutien pour accélérer le rythme de la répression. Concernant le ciblage de civils dans les terres désertiques libérées, Aminatou Haïdar, en tant que défenseur des droits de l'homme au Sahara occidental, est l'une des victimes de ce régime criminel, condamne cet acte terroriste dans les termes les plus forts. Nous vous le disions en titre, toujours sur le continent africain, et ce naufrage sur les côtes tunisiennes. Un navire marchand transportant 750 tonnes de gazole parti d'Égypte pour rejoindre Malte a coulé ce samedi dans le golfe de Gabès, au large des côtes sud-est de la Tunisie, a indiqué un porte-parole du tribunal local. Le ministère tunisien de l'Environnement a indiqué suivre avec préoccupation les conséquences écologiques liées au naufrage. D'après le ministère, le cargo commercial naufragé portant le drapeau de la Guinée équatoriale n'est pas parvenu à atteindre sa destination finale, à savoir Malte, en raison des mauvaises conditions météorologiques et de l'agitation de la mer. À noter que l'ensemble de l'équipage a été secouru à temps grâce à l'intervention des autorités tunisiennes. Après le Mali, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est rendue au Niger. Le séjour de 48 heures de la ministre allemande a pris fin jeudi à Niamey. La coopération entre les deux pays et surtout le changement climatique et la question du redéploiement dans le pays des forces allemandes basées au Mali dans le cadre de l'opération Takuba étaient au centre des discussions. Nous avons beaucoup discuté de la coopération qui existe depuis de longues décennies entre le Niger et l'Allemagne et du fait que c'est une importante coopération entre nos deux pays. Votre pays est confronté simultanément à de grands défis. Il y a d'abord le danger sécuritaire, la violence et le terrorisme, mais aussi la crise climatique que nous commençons seulement à ressentir en Europe, mais qu'on ressent ici de manière dramatique. L'approvisionnement en nourriture, le besoin de formation pour beaucoup de jeunes gens et la nécessité d'apporter ensemble une réponse à des grands défis. C'est de cela que Monsieur le Président et moi avons parlé de manière soutenue. Le Parlement récemment élu de Somalie s'est réuni pour la première fois ce samedi dans le cadre d'un processus électoral plusieurs fois retardé en raison de l'instabilité dans ce pays et qui doit déboucher sur la désignation d'un nouveau président. Selon le système électoral somalien, les assemblées des États et des délégués investis choisissent les législateurs qui, à leur tour, désignent le président. L'une des premières tâches que nous devons accomplir rapidement est de travailler à l'élection du nouveau président et de ses deux adjoints. Aujourd'hui, nous avons choisi un comité de 10 membres qui travaillera à l'organisation des élections du président et de ses deux adjoints. Jeudi était un grand jour. C'était le jour où l'incertitude politique de notre pays et les inquiétudes de notre peuple ont pris fin après environ 2 ans d'instabilité politique. Un nouveau convoi d'aide humanitaire est entré dans la région éthiopienne du Tigré, transportant une aide alimentaire d'urgence pour 43 000 personnes et des aliments nutritionnellement enrichis pour 24 000 mères et enfants vulnérables, a annoncé vendredi soir le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Ce convoi, composé de 50 camions, est arrivé à Mekele, capitale du Tigré, apportant des fournitures humanitaires essentielles ainsi que 115 000 litres de carburant, a précisé l'agence onusienne. Elle commencera à distribuer la nourriture cette semaine dans le nord-ouest de cette région. Direction l'Europe à présent, après une accalmie de plusieurs jours dans la capitale ukrainienne, Kiev, Moscou revient à la charge.
Elle a annoncé avoir visé ce samedi matin une usine militaire à Kiev, une attaque qui survient quelques jours après le naufrage d'un croiseur russe. Amin Toutah. Au moment où les informations s'opposent entre Ukrainiens et Russes sur le vaisseau amiral Moskva en mer Noire, les bombardements reviennent sur la capitale ukrainienne après qu'une usine de production militaire était ciblée dans la banlieue de la capitale ukrainienne par les forces russes ce samedi matin. Un bombardement annoncé par Kiev et confirmé par Moscou. Des armes air-sol de haute précision et de longue portée ont détruit des bâtiments de production d'une usine d'armement à Kiev et un atelier de réparation de matériel militaire à Nikolaïev. Les autorités de Kiev ont indiqué qu'une personne avait été tuée et plusieurs hospitalisés après cette frappe dans le district de Darnetsky. Et au lendemain de l'avertissement des forces russes qu'elles allaient intensifier leurs frappes. Depuis la fin mars, les bombardements russes sur Kiev ont été réduits après le retrait des troupes de Moscou des faubourgs de la capitale pour se concentrer sur le front est de l'Ukraine. L'attaque intervient 3 jours après le naufrage du croiseur russe causé par des missiles ukrainiens, selon un haut responsable du Pentagone, qui a affirmé que le navire était ciblé par 2 missiles Neptune, tandis que la défense russe affirme que le vaisseau était endommagé après un incendie. Dans le sud-est du pays, près de 2900 civils ont été évacués vendredi de Mariupol et de Bryansk vers la commune de Zaporijie, un nombre qui s'ajoute à plus de 11 millions d'Ukrainiens déplacés ou réfugiés depuis le début du conflit le 24 février passé. Et dans une nouvelle vidéo publiée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky attend toujours l'arrivée de nouvelles armes et en quantité suffisante, ce qui, selon lui, rendrait la guerre en Ukraine plus courte et le retour à la paix plus rapide. Je vous propose d'écouter un extrait de cette vidéo. Plus vite et en plus grande quantité, nous allons recevoir les armes que nous avons demandées. Plus forte sera notre position et plus vite la paix viendra. La crise en Ukraine accentue les tensions sur le marché agricole mondial. Les prévisions pour la récolte à venir ne poussent guère à l'optimisme. L'approvisionnement en semences des agriculteurs ukrainiens s'annonce compliqué pour les 2 prochaines années au moins. Mohamed Ouali Ben Chaban. Le conflit russo-ukrainien et les sanctions imposées contre la Russie viennent perturber le marché alimentaire mondial déjà fébrile. Sans la Russie et l'Ukraine, 2 pays très exportateurs de blé ou d'engrais, toute la chaîne de production alimentaire est déstabilisée. Les prévisions des agriculteurs annoncent une récolte 2022 en Ukraine au mieux 60% de la production habituelle. Certains pays producteurs risquent de se retrouver avec 50% de semences d'ici à l'année prochaine, sachant que la production agricole en 2023 sera limitée dans le cas où la guerre en Ukraine persiste. Les excès de ces marchés ont des répercussions directes sur la vie de millions de personnes, producteurs comme consommateurs. Outre le risque de pénurie, la hausse des prix présente un risque d'embrassement social à très court terme, voire de déstabilisation pour plusieurs pays. Face à cette situation, certains agriculteurs vont donner la priorité à la culture elle-même, plutôt qu'à la multiplication de semences. Donc même si les agriculteurs peuvent retourner dans leurs champs en 2023, ils seront limités en production. L'Ukraine est entrée dans un tunnel de 2 ans à minima, voire plus. La filière des semences et le marché international connaîtront des perturbations si l'Ukraine ne peut plus exporter les volumes de ces dernières années. Et pour nous parler de ces tensions sur le marché agricole mondial, nous rejoint en direct via visioconférence M. Nabil Jama'a, expert en économie. Bonsoir M. Jama'a. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, le marché alimentaire mondial a été déjà fragilisé par la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine menace de le déstabiliser davantage. Monsieur Jama'a, y a-t-il un plan pour enrayer, voire réduire en quelque sorte l'impact de cette crise mondiale ? Pour l'instant, les gens sont en train de... Le plan, il n'existe pas. Pourquoi ? Parce que l'indice des prix des produits alimentaires grimpe en flèche et atteint des niveaux records. Jamais depuis 1990, surtout pour les céréales. En plus, l'indice de prix aussi, cette nouvelle hausse s'explique par les niveaux records atteints
par les sous-indices des huiles végétales, des céréales, des viandes, l'augmentation aussi considérable du sucre, des produits laitiers. Donc, les prix et tout ça est dû à l'augmentation du prix de l'énergie. Parce que la plupart des semences, actuellement, la plupart des semences, surtout les produits pesticides et tout, sont à base du pétrole. Donc, l'urée, le NPK, tous les produits ont augmenté, ont doublé le prix. Ils ont augmenté de 100%. C'est pour cela, aujourd'hui, pour le plan, pour régler, c'est-à-dire ce problème, c'est la négociation avec la Russie et l'Ukraine. Donc, il faut aller aux négociations pour arrêter ce conflit. Sinon, l'année prochaine, il y aura des problèmes énormes sur le marché mondial. Parce qu'il n'y a aucun pays, vous savez, l'Ukraine et la Russie représentent 31% du marché mondial. Qui va remplacer ces produits? Donc, nous souhaiterions que les deux pays et aussi l'OTAN aillent vers les négociations si on ne veut pas aller vers la famine de certains pays. Alors, Monsieur Jemaah, si le conflit en Ukraine venait à se prolonger, à durer, y aura-t-il un danger sur la filière agricole mondiale? Bien sûr, il y aura un manque de 30%. Déjà, l'année passée, la production n'était pas adéquate pour le marché mondial. Maintenant, il y a un manque réel de 30% du marché. Et ça va toucher beaucoup plus les pays de l'Afrique, les pays du nord de l'Afrique aussi. Il y a certains pays africains qui n'ont pas d'argent pour acheter et les prix ont augmenté. Aujourd'hui, aujourd'hui la tonne, elle a doublé les $406. Donc, d'ici l'année prochaine, les prix vont augmenter. Déjà, pour le mois de mars, le prix a augmenté de 19% pour les céréales. Et non seulement les céréales, une hausse de 24 points, ça veut dire 17%. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire une flambée des prix mondiaux du blé, des céréales, qui est due en grande partie aux perturbations liées au conflit qui touchent les exportations de l'Ukraine et à une moindre mesure les États-Unis. Donc les pertes d'exportation prévues dans la mer Noire ont aggravé la situation déjà tendue de l'offre mondiale de blé. Les craintes au sujet des conditions de culture aux États-Unis d'Amérique ayant elles aussi contribué à cette augmentation de prix. Donc les prix mondiaux du blé ont bondi de 19,57% en mars, après avoir grimpé de 20,4% en mars. Les prix internationaux des céréales secondaires ont enregistré un nouveau record. Donc, si on veut vraiment arrêter ce massacre, il faut aller aux négociations entre les deux pays pour régler le problème, c'est-à-dire entre les deux pays et aussi l'OTAN. Il faut que les États-Unis et l'OTAN, c'est-à-dire étudient le plan B pour atténuer cette crise pour l'année prochaine qui va toucher beaucoup de pays. Merci beaucoup, Monsieur Nabil Jemaah, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci. C'est une fin de semaine particulièrement violente que vit le centre de la Suède. Et pour cause, jeudi et vendredi, des personnes manifestant contre l'extrême droite ont pris part à des affrontements avec la police. Plus de 200 manifestants se sont heurtés à la police suédoise dans la soirée de vendredi et ont fait 9 blessés parmi les forces de l'ordre. Tininan Makassi. C'est une fin de semaine tendue que connaît la Suède. En effet, entre jeudi et vendredi, plusieurs policiers et leurs véhicules ont été la cible de jets de pierre de la part de militants antifascistes réunis au centre du pays pour empêcher le provocateur Rasmus Paludan, chef d'un parti d'extrême droite connu pour ses positions anti-musulmans, anti-migrants, d'organiser une manifestation pour profaner le Coran.
Selon la presse suédoise, la tension est montée entre les protestataires et les forces de l'ordre au moment où cette dernière s'est opposée aux gens qui s'étaient réunis pour empêcher Rasmus Paludan et les siens de brûler le livre sacré des musulmans. Cela dit, les militants antifascistes suédois ne décolèrent pas depuis que la police suédoise ait accordé des autorisations de manifester à Rasmus Paludan, qui envisage de profaner le Coran dans plusieurs quartiers populaires du pays, principalement habités par la communauté musulmane. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incidents et de provocations sont enregistrés en Suède, pays pourtant connu pour sa tolérance et sa culture du vivre ensemble. En effet, depuis 2015, une vague d'islamophobie traverse le pays, alors que l'extrême droite est de plus en plus décontractée. Et en parlant d'islamophobie et de xénophobie qui ont l'air d'avoir de beaux jours devant eux en Occident, ils étaient des milliers de Français à battre le pavé aujourd'hui dans les différentes villes de l'Hexagone, de Paris à Marseille, de Lyon à Strasbourg. Les manifestants ont crié leur rejet de l'extrême droite à 8 jours du second tour de la présidentielle opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Mohamed Amin Abelkan. La jeunesse déteste le RN en référence au parti du Rassemblement national dirigé par Marine Le Pen. Un slogan parmi tant d'autres brandis lors de manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui en France pour dire non à l'extrême droite. Ils étaient plus de 15 000 sur tout le territoire selon les autorités. Ils ont répondu à l'appel de plus de 30 organisations ou le syndicat de la magistrature, une trentaine de manifestations, rien que pour ce samedi en France, à 8 jours du second tour de la présidentielle, opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron, avec pour mot d'ordre contre l'extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l'Élysée. Nous sommes ici pour lutter contre la stratégie de banalisation de Marine Le Pen, que Madame Le Pen assume qui elle est devant les Français et qu'elle ne vienne pas les tromper le 24 avril en se présentant comme une femme qui aime bien les chats. Madame Le Pen n'est pas une femme qui aime bien les chats, enfin peut-être, mais avant tout c'est une personne d'extrême droite, c'est une personne qui serait alignée sur Poutine et qui sur le plan interne modifierait la Constitution pour remettre en cause l'égalité entre les citoyens. Voici qui est Madame Le Pen, quoi qu'elle en dise. En rejetant Marine Le Pen, il s'agit d'empêcher l'avènement d'un projet de société destructeur de l'état de droit, de la République démocratique sociale et solidaire que nous défendons chaque jour, explique un communiqué publié sur le site de la Ligue des droits de l'homme dénonçant un programme trompeur. De nombreux étudiants en colère se sont aussi mobilisés pour protester contre le résultat du premier tour et mettre en avant les questions écologiques et sociales. Sport football, quart de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique avec le club algérien du CR Belouizdad qui reçoit ce soir au stade du 5 juillet à Alger la formation du Wydad de Casablanca avec comme seul et unique objectif de s'imposer et prendre une option pour la qualification au dernier carré. Début du match prévu à 22h, heure algérienne. Et l'autre représentant algérien dans cette prestigieuse coupe africaine, l'entente de Sétif n'a pu faire mieux qu'un match nul hier soir au stade du 5 juillet, 0 partout face aux Tunisiens de l'Espérance de Tunis. En présence du public au stade du 5 juillet, les Aigles de Sétif n'ont pas su profiter de l'occasion pour prendre une option avant le match retour prévu le 22 avril prochain à Tunis. Et nous allons nous intéresser à présent à la présidence de la Fédération ivoirienne de football prévue le 23 avril. 3 candidatures ont été retenues sous réserve de l'enquête d'intégrité dont l'ancien attaquant vedette Didier Drogba. Faisal Saleh. Côte d'Ivoire, la terre qui va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2023, s'apprête à élire un nouveau président de la FIF. La campagne électorale des élections à la Fédération ivoirienne de football se déroulera sur une période de 7 jours calendaire, à compter d'aujourd'hui au 22 avril. Les élections auront lieu le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. 3 candidatures retenues parmi les 4 déposées. Le dossier de Kenel Laurent ne remplissait pas les conditions. 3 projets, 3 figures incontournables du football ivoirien s'opposent pour prendre la tête de la Fédération ivoirienne de football, la star internationale Didier Drogba, le vice-président actuel Yacine Diallo et Soré Diabaté. Drogba présentera son programme à la presse ce mardi à l'hôtel Sofitel, son projet intitulé pour le renouveau du football ivoirien. Drogba, ancien international aux 106 sélections et attaquant vedette du club Chelsea,
Très proche des joueurs lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Drogba compte beaucoup sur sa célébrité et au soutien de la population. Diallo Yassine Idriss, le vice-président, a bénéficié du soutien de plusieurs clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Un des dirigeants de la FIF qui ont réussi à faire émerger la génération de 2005, qui alignait notamment Didier Drogba, Salomon Kalou. Et le président de plusieurs clubs ivoiriens, Yassine Diallo, est aussi l'homme fort de l'économie au pays des éléphants. Troisième candidat, Soré Diabété. L'un des cadres dirigeants actuels de la FIF a déjà reçu le soutien de la femme forte du football ivoirien, Ginette Ross, présidente d'Issiawazi, le candidat mis sur la grandeur du football ivoirien. Pour prendre la tête de la FIF, il aura besoin du soutien d'au moins 41 voix des dirigeants des 81 clubs du pays. L'enjeu est de taille avant la CAN 2023, sachant que Patrice Baumann n'est plus entraîneur de la Côte d'Ivoire depuis le début avril. Culture, 81e anniversaire de la disparition du Cheikh Abdelhamid Ben Badis, un grand symbole du savoir et de la défiance de l'identité algérienne. Journée célébrée en Algérie, le 16 avril est choisie comme la journée du savoir afin de rendre hommage à ce grand homme érudite qui a semé la graine de la révolution intellectuelle et tant donné pour faire prospérer les générations à venir. Je vous propose d'écouter à présent un passage de l'un des rares enregistrements sonores du Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Ya abna al-Jazair, إن العروبة من عهد بعيد إلى اليوم تحييكم إن أجيال الجزائر من هذا اليوم إلى يوم القيامة تشكركم وتذكر صنيعكم الجميل. Et à l'occasion donc de cette journée du savoir, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message au peuple algérien. Abdelmadjid Tebboune a appelé les jeunes à œuvrer pour un meilleur apprentissage et à se diriger efficacement avec détermination à la créativité suprême et à la découverte de haut niveau, tout en s'attachant plutôt à notre patriotisme scientifique qui doit rester à un haut niveau de vigilance face à la dynamique que connaît le monde. Culture, toujours, notre journaliste Emera Beja nous propose cette virée dans les ruelles de Damas pour découvrir quelques merveilles réalisées par des artistes syriens racontant leurs années de guerre. Et puis, elle nous emmènera du côté de Washington où une grande fresque murale en hommage à la première juge afro-américaine est en cours de réalisation. Les habitants du vieux Damas ont vu 1500 colombes en céramique suspendues au détour des ruelles étroites de leur quartier. Dans le cadre d'une exposition intitulée « Et il était une fois une fenêtre », l'exposition raconte les années de guerre en série, réalisée par Boutaina Al-Ali, enseignante à l'école des beaux-arts de Damas. J'ai 15 000 colombes que je prévoyais d'utiliser dans une œuvre que je ne pouvais pas faire en 2011. Maintenant, j'ai présenté les colombes à 15 jeunes artistes pour les utiliser dans différentes œuvres. L'un d'eux a pris 6 colombes et un autre en a pris 500. Ces œuvres rappellent les Syriens durant ces 12 dernières années. Elles illustrent leur couleur et leur tristesse et en même temps, elles illustrent leur espoir et leur silence. On continue notre virée street art direction la capitale américaine où des artistes locaux travaillant à achever une fresque murale en hommage à Ketanji Brown Jackson, la première juge afro-américaine confirmée à la Cour suprême. Nia Kutura, la conceptrice du visuel mural, souligne l'importance de cette commémoration. Je voulais célébrer cette occasion mémorable tout en honorant un passé très nuancé. Une grande partie de la fresque est sombre. Cela représente le fait que nous avons dû traverser une longue période d'oppression pour qu'une femme noire puisse siéger à la plus haute cour du pays. Mais il y a un soleil levant qui vient de l'Est et qui brille directement sur elle, parce que c'est un tout nouveau jour. Quand l'art s'invite dans les ruelles du monde et raconte les maux de la société, il est là pour perpétuer la mémoire et œuvre pour que jamais plus ce mal se reproduise.
Fin de ce journal, merci pour votre attention. Tout de suite, ne manquez pas les couleurs du ciel, la météo du monde, présentée par Amel Amzian Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.